Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Se lever et pratiquer une activité physique toutes les 30 minutes pour lutter contre la sédentarité. Les dernières recommandations de l'ANSES sont précises, mais sont-elles pour autant réalisables? C'est la question qu'on va poser à nos invités en première partie de cette émission. Quand un simple exposé d'école devient une mission pour la planète, c'est l'histoire de Félix, l'enfant qui plante des millions d'arbres. On reçoit l'autrice et l'illustratrice en seconde partie de cette émission. Dans son panorama cette semaine, Esther Abitbol nous emmène au cinéma pour l'adaptation de La Petite Dernière de l'autrice Fatima Das et portée par la réalisatrice Afsia Herzi. Mais tout de suite, point sur l'actualité de l'éducation avec Esther. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, les débats pour le projet de budget 2026 ont commencé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Au programme, l'examen en première lecture de la partie recettes jusqu'au 4 novembre. Puis si celle-ci est validée, l'étude du volet dépenses. Ce texte prévoit notamment un effort de 4,7 milliards d'euros pour les collectivités locales. Et les débats s'annoncent plus que houleux. La commission des finances de l'Assemblée nationale a largement rejeté dans la nuit de mercredi à jeudi cette partie recette du budget, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu veut croire que ce n'est pas un échec et invite chacun à trouver les voies du compromis. Et s'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi sur le budget, le Parti socialiste menace de censurer. Voilà ce qu'a déclaré ce matin Olivier Faure sur le plateau de nos confrères de BFM TV. Selon le premier secrétaire du Parti socialiste, pour l'instant, on est très loin du compte. Il y a une discussion qui va être une discussion difficile que nous mènerons ardemment et nous ferons en sorte de nous faire entendre, a-t-il déclaré. Il a également dénoncé, je cite, toutes ces séries d'horreurs qu'il faut retirer du projet du gouvernement, dont l'abattement sur les retraités, le gel des pensions de retraite et le gel des prestations sociales. Écoutez également le député Arthur Delaporte au micro d'RTL. Ce n'est pas un ultimatum, c'est un avertissement. Parce que nous disons à nos collègues macronistes que s'ils souhaitent jouer le jeu de celui qui refusera de mettre les plus riches à contribution, alors ils empêcheront que ce budget se fasse finalement comme nous le souhaitons, en protégeant les classes moyennes et les classes populaires. Aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, ce budget n'est pas acceptable. Si nous avons accepté d'engager le débat, c'est parce que nous pensons qu'il est possible d'aboutir à des compromis, mais il n'y aura pas de compromis possible si la trajectoire globale reste la même, et donc si les plus riches sont épargnés. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui comme demain, nous aurons l'occasion d'examiner tous les amendements qui permettent de dégager des recettes importantes, notamment par exemple une taxe Zuckman, notamment éventuellement le rétablissement de l'ISF, notamment tout ce qui pourrait être taxation des holdings. Et si rien ne bouge, en effet, eh bien, nous ne voyons pas comment nous pouvons dégager les 15 à 20 milliards d'euros supplémentaires pour protéger les Français. Dans l'actualité également, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory. Plus de 40 ans après son meurtre, sa grande-tante Jacqueline Jacob a été mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui ont menacé la famille. Jacqueline Jacob, 81 ans, dont l'époux Marcel est un frère de la grand-mère du petit garçon, a été interrogée dès 10h à la cour d'appel de Dijon. Les avocats de la mise en cause ont contesté, je cite, la forme et le fond de cette mise en examen et annoncé qu'ils feraient appel. Pour eux, l'expertise qui accable leur cliente est un gadget. En bref, à Menton, dans les Alpes-Maritimes, cette information inquiétante. Une classe de seconde et 100 professeurs de français depuis la rentrée de septembre. Une situation intenable selon les parents d'élèves qui appellent le rectorat à agir. La FCPE rappelle au rectorat de Nice qu'il a l'obligation de garantir à chaque élève une scolarité effective. Faut-il comprendre que Menton serait devenu le bout du monde, une zone oubliée de la République? Seule une professeure de français du lycée a donné bénévolement 4 heures de cours. Tout autre chose à présent, de l'addiction à la prévention. Voilà comment se sont motivés 4 jeunes garçons consommateurs de cannabis. Pour inciter les jeunes à arrêter cette addiction, ils ont décidé de lancer une sorte de coaching sur les réseaux sociaux. Je vous propose de les écouter, ils étaient interrogés par France Inter. C'est juste un délire au début. Avec le temps, plus t'en fumes et moins c'est agréable, on va dire. Il n'y a aucun avenir dans ça. Ça t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. C'est là que tu vois qu'avec de la volonté, tu peux tout faire en vrai. Parce que je voulais arrêter. Le bon attire le bon, le mauvais attire le mauvais. On a reçu des milliers de messages de personnes qui nous disaient « Vos vidéos, elles me réveillent ».
Et puis l'UNICEF introduit la thématique de la santé mentale dans son enquête bisannuelle. Des enfants de 6 à 11 ans dans un centre de loisirs d'Issy-les-Moulineaux ont justement été sondés. Je vous propose aussi de les écouter. Ils étaient également interrogés par France Inter. Je me sens à l'aise pour exprimer mon avis et mes idées. Là, il y a l'idée de est-ce que tu es en confiance pour dire ce qu'il y a dans ta tête? Donc, est-ce que tu te sens à l'aise avec les adultes de ta famille? Non. Aux adultes de l'école, tu te sens à l'aise de dire tes idées et tes émotions? Oui. C'est très intéressant. Comme ça, après, les adultes peuvent savoir ce que nous, on peut ressentir et du coup, ils peuvent améliorer les choses pour notre santé. En classe, on nous a jamais posé de questionnaire sur comment on allait, si on se sentait bien. Des enfants au micro de France Inter. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Virginie. Merci beaucoup, Esther. 3 minutes d'activité toutes les 30 minutes permettraient de lutter contre le fléau de la sédentarité et surtout les conséquences pour la santé. À travers ces dernières recommandations, l'ANSES alerte sur le manque d'activité physique à la fois chez les jeunes mais aussi chez les adultes. On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Perrine Nadeau. Bonjour. Enchantée. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au chef de l'unité en charge des questions liées à l'activité physique et nutrition à l'ANSES. L'ANSES qui est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Maxime Scotty, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur agrégé d'éducation physique et sportive. On vous a reçu plusieurs fois sur le Grand JT. Ravi de vous retrouver. 7 heures par jour assis en moyenne en France. Ça démarre dès l'école. Est-ce que ce n'est pas une situation qu'il faudrait totalement repenser à votre sens, Maxime Scotty ? Alors si, de toute façon, ça on le voit depuis les études, mais c'est pas nouveau. Hein. L'école est certainement le plus gros lieu de sédentarisation des enfants. Donc on est les premiers à leur dire qu'il faut qu'ils bougent un maximum, qu'ils fassent du sport, etc. Et en même temps, mais là il s'agirait de repenser l'école dans son entièreté. L'école leur demande pour autant, dans une culture assez académique du assieds-toi, tais-toi et apprends, de passer leur journée assis. Donc c'est vrai que d'un point de vue de la santé, ça pose énormément de questions, mais même d'autres points de vue. Mais c'est vrai qu'au niveau de la santé, ça reste quand même un lieu de grande sédentarisation. Alors l'OMS recommande dès 5 ans de bouger et jouer, ou jouer et bouger, en tout cas de ne pas rester sédentaire. Effectivement, une nouvelle injonction contradictoire quand on voit évidemment l'école française, où on est assis au minimum 7 heures par jour. Est-ce que vous aussi, cela vous choque ? Oui, donc c'est pour ça qu'on a refait des recommandations pour cette rupture de sédentarité. Donc on avait déjà en 2020 et en 2022 fait état de la situation préoccupante en France de la sédentarité et de l'inactivité physique, qui sont deux notions un peu différentes. Donc là, dans ce nouvel avis, dans cette nouvelle expertise, on a cherché à savoir tous les combien on devrait rompre cette sédentarité. Donc quand on est assis 7 heures, quand on fait un travail de bureau, quand on est à l'école, tous les combien il est nécessaire de se lever pour améliorer notre santé. Et alors ? Il s'avère qu'il faut se lever et marcher régulièrement, dans l'idéal toutes les 30 minutes, 3 à 5 minutes. Et ça concerne les enfants comme les adultes. Alors, je le comprends, je le conçois tout à fait, mais vraiment, dans la réalité, franchement, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut imaginer vraiment que ce soit possible, notamment d'ailleurs à l'école, Maxime Scotty ? Alors actuellement, vu comme l'école est construite, non, c'est pas possible. Enfin, avec des cours de 55 minutes où les élèves sont assis, parce que de par leur formation, les enseignants, et de leur culture aussi, en tant qu'anciens élèves et par leur pratique plus ancienne, ils sont dans cette culture il faut s'asseoir et on met le corps un peu de côté dès qu'on veut remplir l'esprit. Donc là, voilà. Après, il y a des modèles qui existent. Enfin, faut différencier aussi l'école en fonction de qu'on la considère en maternelle, à l'élémentaire, au collège ou au lycée. À l'école maternelle, les élèves bougent énormément. À l'élémentaire, ils bougent peut-être un peu moins, mais ils bougent quand même. Et plus on arrive dans les grandes classes, moins il y a d'activité physique, on peut dire, ou en tout cas de cassure de cette sédentarité. Donc actuellement, si on demande à un enseignant de faire bouger ses élèves 3 à 5 minutes toutes les 30 minutes, on risque de le perdre parce qu'il dira mais en fait je ne peux pas. Enfin, je ne suis pas payé pour ça et je ne sais pas faire. Je ne sais pas apprendre à mes élèves les mathématiques ou le français en les faisant bouger. Donc ce ne serait pas de la mauvaise volonté, ce serait de l'incapacité à le faire. L'incapacité à le faire, et pourtant certaines écoles, établissements proposent l'école dehors justement avec certaines matières qui pourraient être enseignées, notamment la géographie ou autre, justement à l'extérieur. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui existent. Après, de là à le faire toute l'année sur toutes les cours, créer des séquences entières d'écoles dehors, et puis
Ok, une fois que le prof d'histoire géo l'aura fait sur ces 55 minutes, que va faire le prof de maths, que va faire et bon, faut quand même imaginer que dans un établissement avec 500 élèves, ça veut dire qu'il y a une coordination de tous les enseignants pour être en même temps dehors. Pour faire... Donc en fait, il y a tout un système à repenser. C'est pas impossible parce que de toute façon, c'est sous la contrainte aussi qu'on trouve des nouvelles solutions. Mais encore faut-il poser les contraintes qui aillent dans ce sens-là, avec cette nécessité de repenser. On peut pas demander à un enseignant qui est déjà souvent sous l'eau dans la constitution de ses séquences, dans la mise en place de ce qu'il sait déjà faire, pour lui dire maintenant, il faut repenser entièrement ton métier. Et donc, en fait, on attendrait individuellement que chaque enseignant le fasse. Je pense qu'il faut vraiment une pensée plus globale, qui se jouera au niveau de la formation, qui se jouera au niveau des programmes, etc. Mais donc, ce serait possible, mais ce serait de la responsabilité de chacun de le mettre en place, du politique jusqu'à l'enseignant de terrain. Repenser la société dans son ensemble, Perrine Nadeau, évidemment, j'imagine que c'est aussi quelque part votre souhait, en tout cas vos recommandations. Quel constat déjà quant à la sédentarité des jeunes? Est-ce que c'est de plus en plus important? Oui, on voit qu'il y a une évolution qui ne va pas dans le bon sens, notamment le temps d'écran augmente. Nous, on a plusieurs études et on voit qu'il y a une augmentation de ce temps d'écran entre les études. Et on se base sur des données qui commencent à être un peu anciennes pour ce qui est de l'exposition en France, de ce temps de sédentarité en France. Et on a une nouvelle étude qui est en cours et qui montrera probablement que la sédentarité ne s'est pas améliorée par rapport à la précédente étude. Le temps d'écran, on avait la moitié des enfants qui se retrouvaient à avoir plus de 2 heures de temps d'écran par jour. Là, c'est la sédentarité, vous l'avez bien dit, c'est différent de l'activité physique. Oui. Pareil, on constate une différence, du coup, un changement totalement de comportement chez les jeunes concernant l'activité physique. Alors surtout, quand on regarde les recommandations d'activité physique qui sont d'1 heure par jour, chez les adolescents, on n'a qu'1 tiers des adolescents qui arrivent à atteindre cette recommandation-là dans la population française. Activité physique, ça veut dire marcher par exemple, c'est pas forcément courir ou faire de la boxe. Une activité physique un petit peu plus intense quand même, d'intense à modéré, donc c'est vraiment faire une activité physique 1 heure par jour. Ça peut être faire du vélo, ça peut être courir, ça peut être faire de la danse, enfin peu importe ce que les jeunes aiment, mais la recommandation c'est qu'ils en fassent au moins 1 heure par jour. Oui, et on n'est qu'à 1 tiers. 1 tiers forcément, enfin quand on est ado, c'est très compliqué, on sait qu'on se lève à 7h, on arrive à l'école à 8h, on en ressort à 5h30, il faut faire ses devoirs, on rentre, on dîne, on se couche. La plupart des ados vivent ça. Combiner 1 heure de sport tous les jours dans cette globalité, c'est vrai que c'est assez compliqué. Comment on peut sensibiliser ces jeunes à cette problématique et aussi les parents peut-être à cette problématique? Alors dans cette recommandation-là, on inclut l'heure qui peut se passer à l'école aussi. Il y a des cours d'activité physique à l'école et on va encourager une mobilité active. Donc d'essayer d'aller à l'école, au lycée, à pied, en vélo, si possible, en essayant de favoriser une activité physique. C'est pas forcément un manque de motivation, comme vous dites, c'est un problème de société. C'est pas facile pour eux de trouver et dégager 1 heure par jour. Donc il faut que l'école puisse permettre à ces jeunes, surtout les adolescents, surtout les filles aussi, parce qu'on a plus d'adolescentes qui n'ont pas 7 heures par jour d'activité physique, les aider à, dans le cadre scolaire, avoir cette opportunité d'avoir une activité physique d'1 heure par jour. Ça veut dire aussi les cours de récré faits aussi pour les filles. Exactement. On a le droit de courir, par exemple, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle des cours de récréation. Souvent, ils doivent rester statiques et n'ont pas le droit de bouger. Et des problèmes d'infrastructure aussi. On en a parlé souvent, Maxime Scotty, sur ce plateau, des 30 minutes d'activité physique par jour qui sont demandées, recommandées par l'école. On en est où de cela, Maxime Scotty? Est-ce que certains de vos confrères vous disent « ça y est, ça avance un peu » ? Je n'ai pas vraiment d'informations sur ce que ça avance parce que je pense que toujours les mêmes qui le mettaient déjà en place le mettent en place. Mais après, le fond du problème, c'est pas tant les 30 minutes d'activité physique par jour. L'école est certes faite pour encadrer les enfants à un instant T, mais elle est aussi là pour former le citoyen de demain. Et juste leur demander de faire 30 minutes d'activité physique par jour, donc les mettre dans de la pratique, c'est pas forcément construire les conditions pour que plus tard, ça en devienne des citoyens actifs. Et je pense que la vraie problématique, elle est là aussi. C'est comment faire en sorte que notre société, au-delà de ce temps de la jeunesse, mais qui est propice à ces apprentissages-là, comment on va en faire des adultes qui soient actifs et qui aient cette culture-là. Et ça, c'est pas en rajoutant de l'activité physique qu'on leur demande de bouger pour bouger. Ça va être là, et c'est pas pour rien que ma discipline s'appelle l'éducation physique et sportive. C'est parce qu'on va leur apprendre des choses, on va ancrer en eux des habitus de santé, on va ancrer en eux des manières de faire, de l'envie de faire, du plaisir en faisant, et qui vont, on l'espère toujours, de toute façon on n'est pas non plus, on ne devine pas l'avenir, mais on espère que ça leur permettra d'être des citoyens, des adultes plus tard plus actifs. Donc
j'ai envie de vous dire que les 30 minutes par jour fonctionnent ou fonctionnent pas, ce serait mieux que ça fonctionne parce qu'on a besoin à l'instant T que les élèves fassent plus d'activités physiques et sportives. Mais dans l'idéal, il faudrait renforcer, et ça fait partie depuis les Jeux Olympiques, on en a beaucoup parlé, du temps d'éducation physique et sportive à l'école primaire et même au-delà, qu'il faut renforcer pour permettre aux élèves, en plus de bouger plus, mais de bouger mieux et de bouger plus pour plus tard. Et c'est là les enjeux, et là-dessus, il n'y a rien qui bouge. Oui, il y a un enjeu citoyen, effectivement, d'une part, un enjeu aussi économique, on va y venir tout à l'heure, notamment sur le coût, mais un enjeu, bien sûr, sur la santé. Quelles maladies peuvent être liées, provoquées par manque d'activité physique ou par sédentarité? Alors, on sait que la sédentarité, chez les enfants et les adolescents, puisque là, c'est vraiment la population qu'on va regarder, va augmenter le risque, en fait, de surpoids et d'obésité, mais aussi augmenter les risques de troubles du comportement alimentaire et d'une moins bonne qualité de sommeil et une moins bonne qualité de vie au global. Chez les adultes, une sédentarité trop élevée entraîne aussi des risques de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers, de maladies ostéo-articulaires, de maladies respiratoires, enfin la liste est longue. Donc on a vraiment tout intérêt à être plus actif. Sur le plan purement mécanique, j'allais dire, ostéopathie, kinésithérapie, c'est vrai que aussi sur le développement des jeunes, on sait que forcément entre 3 et 17-18 ans, on a un développement très important forcément du corps. Ça aussi, c'est problématique. Oui, ça agit aussi sur ça. Mais par exemple, la rupture de sédentarité, ce qu'on a pu voir dans les études qui avaient été publiées, puisqu'on a revu toute la littérature depuis 2016 pour faire cette expertise, on voit que même la fonction cognitive est améliorée chez les jeunes quand il y a cette rupture de sédentarité. Donc en fait, même au niveau des résultats scolaires, ce serait bénéfique qu'ils puissent bouger, puisqu'on voit que le temps de réaction à une épreuve de mémoire un peu difficile est amélioré quand le jeune est capable de se lever et de marcher un petit peu. Sur la mémoire et sur la concentration aussi. Et sur la concentration. Donc le temps de réaction, sa capacité à répondre rapidement à un test de mémoire difficile. Vous parlez effectivement des jeunes, mais aussi des adultes. Quand on voit que 95%, et ça je l'ai retiré des chiffres que vous avez publiés, 95% de la population adulte française est exposée à un risque de détérioration de la santé faute d'une activité physique suffisante, toujours selon les chiffres donc, de l'ANSES. On a changé complètement de paradigme. C'est vrai qu'on imaginait ces corps en souffrance des ouvriers de l'époque, aujourd'hui, qui se transmettent, qui se transportent ou se transposent aujourd'hui dans tous les corps de métier. Oui, en effet. Donc, on est devenu beaucoup plus sédentaire. On a beaucoup d'entre nous un travail de bureau. Donc, on est vraiment plus du tout dans la situation où on pouvait être il y a quelques années. Ces 95%, c'est vraiment quand on regarde toutes les recommandations. Donc, il n'y a pas que de l'activité physique cardio-respiratoire. Il y a aussi des activités de renforcement musculaire et d'assouplissement. Donc, quand on regarde toutes les recommandations, il y a peu de gens qui les font toutes. Quand on regarde celle des 30 minutes dont vous parliez tout à l'heure, par 5 fois par semaine, donc qui reviennent à 150 minutes d'activité physique cardio-respiratoire. Là, on a plus 68% des individus qui ne suivent pas cette recommandation-là. Oui, ce qui est déjà beaucoup trop. Ce qui est déjà beaucoup trop. Mais 95%, c'est vrai que c'est toutes les recommandations réunies. Et c'est vrai que les 30 minutes, on en parlait surtout pour les enfants et donc pour l'école. Alors, c'est 60 pour les enfants, par contre. 30 minutes, c'est pour les adultes. 30 minutes pour les... D'accord. Mais à l'école, on demande à ce que les enfants fassent 60 minutes par jour d'éducation physique et sportive? Alors ça, Ah oui, non, d'accord, ça c'est la recommandation de l'ANSES. Oui, d'accord. Justement, Maxime Scotty, parce qu'on le voit, l'ANSES dit c'est 60 minutes, et pour autant, vous demandez 30 minutes au minimum d'activité physique par jour. Du coup, c'est ce qui a été effectivement proposé et mis en place. Déjà, on a du mal à l'effectuer, et pour autant, on voit bien que ça ne suffit pas, il faudrait le double. Après, il ne faut pas limiter l'activité physique des élèves uniquement au temps d'école, parce que c'est là où la responsabilité elle est collective. L'école ne peut pas se charger non plus de s'assurer que la journée, l'élève bouge 1 heure et quand il rentre à la maison, finalement, il peut rester tranquillement dans son canapé. Parce que là, ce serait certainement le plus dangereux. Là où la vision, elle doit être systémique, c'est demander en fait à tous les acteurs, que ce soit les médecins, que ce soit les éducateurs quand ils sont en dehors, faire en sorte que chaque moment de la vie de l'enfant lui permette d'avoir un certain niveau d'activité physique et sportive. Donc, les 30 minutes qui ont été rajoutées à l'école sont forcément bénéfiques puisque ça leur permet sur le temps de l'école de bouger plus, mais l'école peut pas non plus tout porter parce que ça n'en est pas de sa responsabilité de tout porter. Elle est là pour porter la transmission des savoirs et c'est déjà une belle charge. Ensuite, pour revenir sur l'activité physique des adultes,
faut regarder une salle des profs. Enfin, avant de demander à des enseignants, peut-être, c'est une réflexion que j'ai comme ça, mais peut-être avant de demander à des enseignants de rendre moins sédentaire l'activité des élèves, peut-être qu'il faudra aller en salle des profs et remobiliser physiquement aussi une salle enseignante, parce que le métier d'enseignant demande aussi, apporte aussi énormément de sédentarisation. Et donc, tant qu'on n'aura pas planté la petite graine dans la tête des adultes, on aura du mal à leur dire, vous voyez, comme ça peut être bénéfique d'aller sensibiliser les élèves. Et si on allait bouger tous ensemble, des choses, il pourrait en avoir plein. Mais là, on en resterait, si ça en reste au niveau individuel, on en resterait qu'à des expérimentations locales. Et ça doit être des dynamiques qui doivent être portées de manière plus globale. Je comprends, évidemment, je vous entends parfaitement, Maxime, mais c'est vrai qu'à voir et à intégrer ce que vous dites, finalement, c'est un serpent qui se mord la queue, parce qu'un enfant est quand même, malgré tout, grâce aux 30 minutes d'activité physique à l'école, mais malgré tout, quand même 6h30 au minimum assis par jour, et puis il a des devoirs à faire en rentrant. Donc, en fait, il n'est pas forcément installé sur un canapé, comme vous le dites, et donc, en fait, rien ne suggère dans la société à ce que l'enfant soit en mouvement. Et c'est donc ça, la question que je vous pose, c'est que cette transformation de la société qui est vraiment jugée nécessaire par la plupart des experts en éducation qui parlent sur ce plateau, c'est vrai que à quel moment vous vous sentez écouté par notamment le ministère de l'Éducation ou par tous les acteurs de l'éducation qui vous entourent ? Maxime Scotti. Je pense qu'ils sont portés entre la culture initiale de l'école, qui est une culture sédentaire, et la nécessité de faire bouger. Et je pense que les 30 minutes d'activité physique par jour, elles portaient une bonne volonté, celle de faire bouger. Après, je pense que ça portait aussi une incompréhension de ce qu'était que la différence entre sédentarité et inactivité physique. Après, comme on disait, ça demanderait à repenser tous les temps. Donc, là actuellement l'école n'en serait pas prête, parce que comme je disais, elle doit pas porter l'heure d'activité physique dans la journée, mais peut-être qu'elle doit avoir la responsabilité, de par ses responsables politiques, de porter la question de rendre plus mobile un cours de maths, un cours de français, un cours d'histoire géo, etc. Et des manières de faire, il y en a plein. Et si déjà on permettait aux primaires de discuter avec le secondaire et que le secondaire discutait avec le primaire, pas tant permettre, mais en tout cas on crée des ponts de facilitation du dialogue entre les deux, je pense que dans les échanges de pratiques, ce serait riche, parce qu'il y en a plein qui font bouger leurs élèves pendant leurs cours de maths, de français, d'histoire, d'anglais, etc. Mais on en reste là qu'il y a des initiatives locales. Et ça, en fait, il faut que d'un point de vue plus politique, ce soit porté pour que l'éducation soit nationale, finalement. L'étude met en lumière, Perrine Nadeau, le fait que, il y a un boom de Deliveroo, la vente à distance, les Uber Eats & Co, et encore du streaming marche très très bien. Est-ce que c'est une façon, encore une fois, finalement, de limiter les déplacements et d'avoir une société qui est... Malheureusement, oui, notre société est de plus en plus sédentaire, tout est plus facile. Et c'est vrai que nous, dans nos recommandations, on a des petites recommandations simples, notamment pour l'adulte qui travaille. C'est, comme on a eu le Covid, on a eu beaucoup de télétravail, ce qui était un bénéfice. Mais il faut avoir un télétravail actif, et il faut essayer il y a des petits mouvements qu'on a perdus. Par exemple, on va écrire à nos collègues au lieu de se lever pour aller leur parler. Et c'est pareil, on peut aller marcher vers un restaurant plutôt que de faire du Deliveroo. Il y a quand même plein de choses dans notre vie quotidienne qu'on peut réhabiliter pour être un petit peu plus actif. Donc c'est vrai que c'est pas que l'école qui doit porter cette heure d'activité physique. Il faut aussi que les parents soient sensibles et encouragent leurs enfants à aller à l'école de façon active. Et c'est quand même possible. D'autres recommandations qui vous viennent à l'esprit aussi, en dehors du fait de, par exemple, comme vous le dites, d'aller discuter avec le collègue plutôt que d'envoyer un mail, de pouvoir aller chercher au restaurant ou à la boulangerie son sandwich plutôt que de le faire livrer. Quelle autre recommandation précise est pour vous primordiale ? Alors, c'est des idées qu'on a, parce que là, on n'a pas fait une étude de faisabilité de ces recommandations, mais c'est vrai que on est beaucoup sur rendre l'environnement avec une mobilité plus sûre. Donc, quand on encourage les enfants à aller en vélo à l'école, il faut que ce soit avec des pistes cyclables, avec un casque, avec la possibilité de garer son vélo, et ainsi de suite. On avait d'autres recommandations qui étaient aller chercher de l'eau, essayer de faire des réunions en marchant. C'est des choses qui se font dans certaines entreprises. Donc, vous donniez l'idée d'aller faire cours dehors. Bon, c'est un peu pareil, en fait. C'est d'essayer de faire ça ne veut pas dire faire une pause, en fait, 3 à 5 minutes de marche par 30 minutes. C'est bouger tout en travaillant.
Cette sédentarité, elle a un coût. Et oui, parce qu'on oublie trop souvent d'en parler, effectivement, hein, de l'aspect économique de cette sédentarité. Peut-être, Maxime Scotty, un petit point là-dessus. Est-ce que vous savez à peu près combien ça représente pour l'État? Ou en tout cas, est-ce que vous avez une idée de l'importance de travailler sur cette sédentarité par rapport au coût que ça représente pour la Sécu? Alors, j'ai pas de chiffres à ce niveau-là. Après, bon, les médias en ont parlé un peu à maintes reprises. J'ai pas retenu le chiffre, donc j'irai pas dire une bêtise, mais il est vrai que c'est conséquent. Après, il faut pas non plus rentrer dans l'activité physique coûte que coûte, parce qu'il faut pas oublier que la santé, elle est physique, elle est mentale, elle est aussi sociale. Et on voit tendre quand même des pratiques de plus en plus individualistes. Et on pourra satisfaire que dans 10 ans, si tout le monde se met à la musculation, par exemple, que tout le monde se soit mis à une activité physique et sportive. Mais si d'un autre côté, ça vient tirer sur la ficelle de la santé sociale parce que les pratiques sont de plus en plus individuelles et donc socialement, le hand, le foot, etc., perdent en puissance. Donc actuellement, le coût, je ne sais pas. Après, je pense qu'il y a quelque chose à rétablir, mais il ne faut pas le rétablir aveuglément. Il faut le rétablir parce que sinon, en fait, on risque de créer un déficit là où on remplit. Le coût, je vais vous le donner, hein, juste à titre d'exemple, selon France Stratégie, l'inactivité physique coûte 140 milliards d'euros par an à notre société, provoquant donc plus de 38 000 décès prématurés et 62 000 pathologies annuelles. Donc on peut imaginer à quel point c'est lourd économiquement. Une réaction peut-être, Perrine Nadeau, sur ce sujet? Non, quand je vous faisais la liste des pathologies qui sont liées à l'inactivité physique et à la sédentarité, c'est pas très étonnant que le coût économique soit très élevé. Non, mais c'est aussi quelque chose à mettre dans la balance, hein, effectivement, pour l'argumentation auprès des différents ministères, hein, quels qu'ils soient, pour que les choses puissent évoluer et que la société puisse évoluer. Peut-être, Maxime Scotty, un dernier mot, effectivement, sur cette idée de l'activité physique et de la sédentarité de manière générale. Comment réagissent toutes les personnes qui sont autour de vous? On a quand même ce sentiment, sans faire d'allusion aux partis politiques, mais d'une société en mouvement, plus qu'avant, non? Oui, peut-être. Là, vous me bloquez un peu. Moi, j'ai ma vision vraiment très locale au niveau de l'établissement. Et moi, quand j'ai des élèves qui ont de plus en plus de ventoline, parce que dès qu'ils courent un peu, ils sont essoufflés et ils sont persuadés d'être asthmatiques, ouais, c'est peut-être en mouvement, mais il y a quand même quelque chose qui se trame derrière, qui est quand même très pathologique. Et je pense que c'est ça qui coûte, c'est qu'à un moment donné, il y a des enfants qui ne savent pas qu'ils ont un corps et comment fonctionne leur corps. Et ça, c'est le rôle de l'école. Donc la société c'est en mouvement, moi je sais pas, moi je suis vraiment très, très local avec mes élèves et j'ai envie de dire, ils peuvent être en mouvement, ils ont la capacité de l'être, mais il faut leur apprendre à l'être. Sur TikTok, Insta, etc., ce qu'on y regarde, ce qu'ils y retrouvent justement, ces enfants, ça joue? Alors ça joue déjà sur le temps d'écran, mais après sur la qualité de ce qu'ils font, moi je me méfie toujours, et puis tout le monde se méfie, hein, surtout dans le corps enseignant, tous les contenus qui peuvent être non vérifiés et véhiculés là-dessus. Alors d'autant plus maintenant avec l'intelligence artificielle où ils se diront j'ai jamais fait de sport à l'école, donc en gros ils n'auront pas appris grand chose à l'école parce qu'ils n'auront pas été très assidus au cours de PS. Mais quand ils deviendront adultes et qu'ils voudront, avoir un beau corps, se sentir mieux, etc., peu importe les motifs, et qu'ils mettront dans l'intelligence artificielle, fais-moi un programme d'entraînement sans forcément se connaître soi, sans connaître les conditions de l'entraînement, etc. Oui, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle posent énormément de questions là-dessus. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir participé au Grand JT. Maxime Scotty, agrégé d'éducation physique et sportive, et Perrine Nadeau, qui est donc en plateau, adjointe au chef de l'unité en charge des questions liées donc à l'activité physique et à la nutrition à l'ANSES. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir à nouveau Sophie Normand. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci, oui, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante et autrice de Félix, l'enfant qui plante des millions d'arbres. Également Lila Telly qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes illustratrice de cette bande dessinée qui est parue aux éditions Attise. Quand Félix découvre que les ours polaires sont menacés par le réchauffement climatique, il se lance dans un défi fou, planter des millions d'arbres. Qu'est-ce qui vous a
a donné envie d'écrire justement ou de raconter dans peut-être une autre forme, mais tout de même l'histoire de Félix. Alors je ne sais pas si on dit Finkbeiner ou si je prononce mal la prononciation, mais qui est ce jeune qui s'est lancé un pari fou, un défi fou et un mouvement mondial surtout pour replanter les arbres. Alors, je pense qu'on dit Finkbeiner en allemand. Pourquoi Félix? Parce qu'il a un parcours qui est très inspirant et que les récits façonnent notre vision du monde. Donc il y a un moment, si on veut changer le monde dans lequel on vit, il faut commencer par changer les récits qu'on raconte. Et voilà, ça, a priori, c'est pas sur la to-do de Vincent Bolloré. Donc si on veut continuer à lutter contre son empire médiatique, il faut continuer à raconter des histoires qui sont inspirantes, dans lesquelles il y a des enfants qui se bougent pour le monde de demain. Un enfant qui s'est vraiment bougé, vraiment qui a lancé un mouvement, je disais, très important, un mouvement vraiment absolument mondial. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur lui? Oui, donc Félix, il a commencé à... En fait, c'est parti d'un... Comment dire? Il a... su qu'il y avait le réchauffement climatique qui menaçait les ours polaires, qui était son animal préféré. Et du coup, il s'est demandé ce qu'il pouvait faire. Donc, il devait présenter un exposé dans sa classe. Et du coup, il a commencé à se renseigner dessus. Il a découvert une femme qui s'appelle Wangari Maathai, qui a planté des millions d'arbres au Kenya. Et quand il a présenté son exposé en classe, il a fini comme ça en disant plantons nous aussi 1 million d'arbres dans chaque pays du monde. Et du coup, il a été suivi par son enseignante, il a été suivi par ses camarades et ils se sont mis en lien. Et c'est ça qui est important dans l'histoire, c'est qu'il ne reste pas tout seul dans son coin avec sa peur du réchauffement climatique. Il se met en lien avec ses camarades, avec son environnement. Et du coup, il commence à planter des arbres dans l'école et puis après dans la ville et puis en Allemagne et ça grossit. Lila Tellier, qu'est-ce qui vous a fasciné, vous? Est-ce que c'était le héros dont on parlait, Félix, finalement, ce jeune qui repousse les limites de l'impossible, ou en tout cas du quasi impossible, ou plus le message climatique? Alors, moi déjà, je suis illustratrice spécialisée dans des thématiques liées à l'environnement. Et du coup, dès que Amaya, l'éditrice, m'a contactée pour illustrer le texte de Sophie, ça correspondait totalement au message que je voulais faire passer à travers mes illustrations. Donc je n'ai pas du tout hésité et j'ai dit oui, totalement, je veux illustrer ce livre-là. Et donc, en effet, c'est plus pour le message climatique, mais aussi... comme ce que Sophie disait, d'action et même d'action, même au plus jeune âge, parce que maintenant les enfants sont très sensibilisés à l'écologie et du coup ils cherchent aussi des moyens d'action et d'agir contre le réchauffement climatique. Des dessins absolument magnifiques, à l'instar de celui-ci. Comment traduire justement la beauté des arbres, le côté poétique justement des arbres et à la fois l'urgence climatique? Alors ça a été tout un défi, en effet, c'était de montrer les émotions qui traversent un peu le livre. Donc on a travaillé beaucoup sur la couleur. Donc au début du livre, c'est plus de la colère et de la peur. Et du coup, c'était plus des couleurs dans les tons rouge-orangé. Et puis ensuite, au fur et à mesure, les couleurs vont se calmer, on va dire, vers le bleu, puis vers le vert, qui signifie plutôt l'apaisement et la prise de solution, la prise d'action aussi et de parole face à l'urgence climatique. Cette fascination dont je parlais justement, la question que je posais à Lila Tellier pour ce héros qui est Félix, c'est ce que vous avez priorisé finalement, c'est le récit dont vous parlez, raconter les histoires, raconter les parcours, les défis, ou encore une fois, c'est cet engagement pour l'écologie? Oui, alors il y a son parcours qui est privilégié puisqu'il s'agit bien de son histoire. Après, l'histoire de Félix, elle s'inscrit dans une collection qui s'appelle S'inspirer, chez la maison d'édition Attise, qui est redonner à l'enfant toute sa place, le soutenir, le faire comprendre que on n'est jamais trop petit pour agir. Et donc voilà, là, Félix, il décide de planter des arbres, mais il aurait très bien pu décider d'agir autrement. Et on le voit dans la collection où il y a d'autres portraits d'enfants qui sont présentés, qui, eux, décident d'agir différemment. Et je pense que c'est important de voir ça, que on peut faire ça, on peut planter des arbres, mais on peut aussi aller ramasser les déchets au niveau... au bord de la mer. Ouais. Voilà, il y a plein d'actions
possible et juste que l'enfant se connecte à lui, ce qu'il touche et ce qu'il a envie de faire. Ils peuvent justement, ces enfants, selon vous, donner cette impulsion de pouvoir changer le monde demain ? Oui, je pense que Félix et tous les enfants de cette collection en sont un parfait exemple. C'est que c'est pas à eux de le faire. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est aussi à nous de montrer l'exemple, mais c'est aussi à nous de soutenir leurs projets, de les écouter et d'écouter leur voix et de soutenir ça, de les soutenir dans leurs projets. Le message, c'est l'importance du collectif face à l'impuissance de l'individuel. Oui, on est face à un problème qui est systémique, donc on n'y répondra pas seul dans son coin. La légende du colibri où juste on va jeter, on fait bien le tri de ses déchets, etc. C'est un peu terminé. Faut pas rester seul dans son coin avec ses peur face à tout ce qui nous entoure. Au contraire, c'est en se mettant en lien, en rejoignant des associations, notamment, mais il y a plein de formes, mais en tout cas, ne pas rester seul et se mettre en lien, c'est primordial, je pense, pour agir. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec Félix pour écrire cette bande dessinée ? Oui, je l'ai contacté d'abord par mail. Ensuite, on s'est fait une visio. On a échangé à la fois donc, sur moi, tout ce que je connaissais déjà de son histoire. Et voilà, il a continué à me raconter un petit peu tout ce qu'il avait vécu. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Il a donc validé cette bande dessinée, celle de Félix, l'enfant qui plante des millions d'arbres. Vous l'avez dit, pour vous, Lila Telly, l'engagement prioritaire, c'est pour l'écologie, pour le changement climatique. Est-ce qu'à travers justement les livres, les dessins, les bandes dessinées, vous pensez que c'est la meilleure façon de sensibiliser finalement vos jeunes lecteurs ? Alors la meilleure, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très bonne façon, mais pas que pour les enfants, même pour les adultes, de pouvoir faire passer des messages pas plus impactants, mais plus faciles, on va dire. C'est plus facile de regarder une image que d'aller lire un long texte. Et du coup, tout de suite, en fait, ça parle un peu plus à une plus grande partie de la population. Et du coup, moi, j'ai vraiment commencé comme ça, en parlant d'écologie, à travers des images et à travers mes illustrations, avant de faire passer un texte écrit qui, là, est bien écrit par Sophie derrière. Donc ouais, ça permet de faciliter, on va dire les connaissances autour de l'écologie. Touché par l'émotion, c'est peut-être la meilleure des façons de pouvoir être percutant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que... Alors, c'est ma façon de dessiner, mais il y en a d'autres qui dessinent autrement. Mais moi, j'aime beaucoup le côté poétique et qui peut faire justement passer ces émotions-là pour amener à l'action et puis agir contre le réchauffement climatique. Ce côté même onirique, on peut dire aussi, c'est une façon de déculpabiliser aussi, de se dire bon, c'est une réalité, on n'est pas tous responsables, mais en revanche, on sera tous responsables si on ne fait rien. Ouais. Alors oui, après, je veux vraiment pas culpabiliser les personnes, mais plus leur trouver des solutions d'action et même faire passer des messages positifs sur des choses qui se passent bien au niveau climatique, comme les océans. On entend beaucoup de choses qui vont mal, alors qu'en fait, il y a beaucoup de populations d'animaux qui renaissent, enfin qui se multiplient, beaucoup de zones protégées aussi qui arrivent. Donc en fait, c'est aussi faire passer des messages positifs plus que de la culpabilité. Comment faire pour que les enfants puissent aider à leur échelle la planète Je pense que Félix le montre très bien, c'est qu'il a ce mouvement prise de conscience, objet culturel, il se met à lire des livres, etc. Et après, action concrète, je disais, en lien avec ses camarades, en lien avec son environnement. Et je pense que les enfants sont très demandeurs de ça. Ils ont plein d'idées. C'est à nous de soutenir ces liens et d'encourager leurs projets. Je pense qu'en les écoutant et en allant au bout de leurs projets, il pourra se passer pas mal de choses. Tout est possible si on va jusqu'au bout de nos convictions. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du Grand JT nous parler donc de Félix, l'enfant qui plante des millions d'arbres. Sophie Normand, Lila Telly, merci à vous deux. On va tout de suite retrouver Esther pour sa chronique. Ce soir, Virginie, je vais donc vous parler d'un film sensible, juste et très fort. Son nom, La Petite Dernière. On voit son affiche justement s'afficher là à présent à l'écran. Il a été réalisé par Rafsia Herzi qui s'est inspiré du roman de Fatima Das. La Petite Dernière est sortie ce mercredi dans les salles. Je vous propose déjà de regarder cet extrait. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va Yéma? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses.
On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment putain avec ton mari? Tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors? Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Dès les premières secondes de la bande-annonce, on comprend très vite l'enjeu de ce film. Fatima, c'est une ado de 17 ans, la petite dernière d'une famille algérienne très soudée qui grandit en banlieue parisienne. Bonne élève, croyante, sérieuse, bref, elle remplit tous les codes. Et puis un jour, elle débarque à la fac de philo à Paris et c'est un changement total, Virginie. Nouveau monde, nouvelle rencontre et surtout premiers émois, des sentiments même qu'elle n'avait pas prévus pour une fille. Regardez. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. C'est Idan, on s'est remis. Pédale, votre copine la lesbienne là. Elle fait comme un garçon. Sauf que vous l'avez compris, dans ce film, la communauté musulmane ne tolère pas son attirance sexuelle. À la fac, elle est également la cible de ses camarades. On le voit justement sur ces images et tout le film repose sur cette tension entre la foi, le désir, la famille et la liberté de s'assumer. Un beau message tout de même à l'heure du temps. Je sais que ça vous donne envie, Virginie, d'aller le voir, mais avant, écoutez la suite de cette chronique. Surtout qu'il faut dire qu'Afsia Herzi a réalisé ce film avec beaucoup de pudeur, pas de clichés, pas de discours lourd, juste de l'humain. Et surtout, elle met en lumière une révélation. Nadia Meliti, 23 ans, actrice non professionnelle qui rêvait d'une carrière de footballeuse, donc absolument rien à voir. Elle a été repérée dans la rue alors qu'elle était encore étudiante en section STAP. Vous savez, la filière qui permet donc de faire du sport après les cours. Je vous propose de l'écouter. Elle était interrogée par Daphné Burki sur France Inter. Regardez. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Ça a commencé avec la directrice de casting qui devait me prouver, entre autres, sa fiabilité suite à ce casting sauvage. Pour moi, ça manquait un peu de crédibilité. Et elle a dû me rappeler par la suite et me faire venir parce que j'y croyais vraiment pas. Et puis, la grande rencontre avec Afsia Herzi, une rencontre décisive pour moi qui m'a donné envie de poursuivre dans ce projet et en toute confiance. Et puis la rencontre avec les acteurs, les actrices, ça a été vraiment que des coups de cœur, du plaisir sur le plateau. Donc voilà. Vous l'avez compris, Nadia n'a vraiment aucune expérience dans ce domaine. Je pensais que c'était une blague, mais finalement j'ai adoré cette expérience et ça a été super, toujours très naturel, comme si elle incarnait son propre personnage. Elle a également dit cela à l'AFP et à l'agence France Presse. Ma mère est issue de l'immigration, je suis d'origine algérienne, j'ai également des sœurs et puis je me retrouve à travers les études puisque je suis passée du lycée à la faculté. Donc cette émancipation intellectuelle, je l'ai vécue aussi. Voilà donc tout ce qu'elle a déclaré. Je vous propose de regarder cet autre extrait qui illustre très bien son parcours dans le film. Regardez. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre. L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Un rôle qui lui a donc valu le prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes. Et pourtant, même ses amis ne l'auraient jamais imaginé faire ce métier. Ils sont d'ailleurs assez surpris et se demandent ce que je vais faire de ma vie, a-t-elle également déclaré. Et même si tout n'a pas été facile, Nadia Meliti savait qu'elle pouvait compter sur le soutien d'Afsia, sa réalisatrice. Afsia m'a donné beaucoup de directives. Elle a été vraiment gentille quand j'avais des questions. Il y avait toujours quelqu'un pour me répondre. J'étais bien assistée. Écoutez également ce qu'elle a dit sur France Inter au micro de Daphné Burki.
Afsia a une façon très particulière de filmer, parce qu'elle fait beaucoup de gros plans. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, puisque c'est un personnage qui est assez solitaire, qui ne parle pas beaucoup, mais on remarque tout sur son visage à travers les gros plans. Et moi, de voir ce film sur grand écran, j'étais extrêmement heureuse que de me voir aussi transmettre des émotions aux spectateurs, aux spectatrices, mais aussi à moi-même. Donc j'ai pleuré toutes les fois où j'ai revu le film. Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'évite de le voir des fois. Ouais. En tout cas, sur le plateau, Nadia a rapidement oublié la caméra. Difficile de se rendre donc compte que c'était sa première fois, son premier rôle. Elle ne regrette absolument pas cette expérience qui, selon elle, ouvre à la réflexion et au débat. Cela m'a beaucoup intéressée. C'est ce qui m'a amené à interpréter ce beau personnage, sa lutte intérieure, ses contradictions, sa complexité. Elle vit une déception amoureuse, des peurs, des doutes, des questionnements identitaires. Plusieurs dimensions intéressantes à explorer. Bref, si vous avez très précisément 1h53 à perdre, mieux vaut aller vous réfugier dans une salle de cinéma car vous ne serez pas déçus. Vous allez voir, la petite dernière n'a pas fini de faire parler d'elle. C'est probablement l'une des plus belles réussites ciné de la rentrée, Virginie. Merci Esther pour cette chronique. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Disons qu'on est beaucoup plus sur nos gardes. Évidemment, tout dépend des situations d'enseignement. On connaît des réalités très différentes d'une classe à l'autre, d'un établissement à l'autre. La méfiance n'est pas non plus notre quotidien, mais nous savons maintenant qu'en fait, un propos peut être déformé, sorti de notre cours, jeté en place publique avec notre nom, le collège ou le lycée où nous enseignons. Et avec les réseaux sociaux, c'est quand même comme ça aussi que la cabale a commencé contre Samuel. Samuel est mort aussi d'un mensonge, en fait, qui avait été proféré par une élève qui n'avait même pas assisté au cours. Donc oui, il y a une forme de vigilance, forcément. Et puis, le souvenir de Samuel, le souvenir de Dominique Bernard s'invite régulièrement. Pour nous, on pense toujours à eux quand on revient de vacances, quand on part en vacances. Les principaux, les proviseurs ont toujours un mot pour eux. Ils sont régulièrement en photo aussi dans nos salles des professeurs, dans nos labos d'histoire géo. Donc oui, on vit maintenant avec cette douleur-là. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui dans notre modèle éducatif? Que faut-il repenser dans notre système? Ce qu'on voit en général déjà, c'est j'ai envie de dire un peu le ras-le-bol des professeurs aussi, parce que les classes sont très peuplées, on va dire. Il y a toujours beaucoup d'élèves dans les classes, pas beaucoup de place à l'individualisation. Qu'effectivement on suit un programme, il faut avancer dans son programme pour le terminer à la fin de l'année, c'est l'objectif, et c'est pas forcément l'objectif de pouvoir s'assurer que chaque enfant est capable d'avoir les acquis nécessaires dans chacune des matières en plus. Ça, et puis j'imagine aussi le manque de langue, entre guillemets, dans le système, où au final l'anglais a sa place assez tard par rapport à ce que les écoles alternatives tentent de faire, puisque au final les enfants peuvent apprendre dès 2 ans à parler de langue, et c'est vrai que dans le monde actuel, je pense que c'est plus que nécessaire. Exactement. Ouais, on ne profite pas assez de la plasticité du cerveau. Sentiment, toi, que justement ces Erasmus Days prennent une dimension toute particulière à l'heure où il y a quand même... Bon, il y a toujours eu des guerres, d'accord, mais géopolitiquement parlant et tout, c'est compliqué, y compris en Europe. T'as l'impression que ça a une résonance particulière? Ah oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, là où... C'est pour toi les questions difficiles, hein, t'as vu? Là où aujourd'hui c'est super important, c'est parce que ça nous permet de rester soudés. Je veux dire, on est aujourd'hui très conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a quand même un paysage politique qui est très différent par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Et quand on voit les Erasmus Days, j'ai un groupe sur lequel j'étais avec du coup les étudiants en Croatie, et on en a parlé. Et vous savez, il y a un vrai lien qui se forge. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir été ensemble dans la même promotion pendant... C'était pas très long. Même pendant 3 semaines? Même pendant 3 semaines. D'accord. Ça suffit pour nouer des liens, des fois. Et ça se fait pas seulement un petit réseau comme ça. On a vraiment créé des liens, c'est vraiment créé quelque chose. Quoi. Et puis à l'avenir, on peut même envisager de faire des projets ensemble, collaboratifs. Quoi. Et je trouve que c'est très important, ça permet vraiment de renforcer cette union et toute cette cohérence que nous, on a apportée en voyageant avec notre Erasmus, en fait. La laïcité, en fait, c'est quelque chose que longtemps on a cru transmettre assez naturellement. Et on se rend compte que maintenant, elle n'est plus du tout comprise par les élèves. Et c'est pour eux un sujet de réflexion, d'ailleurs, parce qu'ils ont l'impression en fait, qu'on les contraint, qu'on les brime
dans leur identité. Et puis souvent, quand on en parle librement avec les élèves, ils nous disent mais ce sont toujours les mêmes finalement qui sont contraints de faire attention à leurs habits, les filles notamment, si on leur demande de retirer leur voile aussi quand ce sont de jeunes musulmanes, etc. Donc on doit faire ce travail de transmission de la laïcité, expliquer que pour nous la laïcité c'est plus d'égalité en fait, et pour qu'elle soit bien comprise, il faudrait qu'on puisse aussi, dans nos programmes d'histoire, qu'on puisse revenir davantage sur le contexte historique qui a permis la naissance de la laïcité en France. Et là, le sujet, c'est quoi? C'est le manque de temps? C'est des programmes trop chargés? C'est des programmes qu'il faudrait réécrire? Les programmes sont très lourds. Alors, ils sont en train d'être réécrits. Là, pour l'instant, leur publication a été suspendue. Mais c'est vrai que, en tout cas, à la PSG, on aimerait revenir différemment sur l'enseignement de la République. Vous avez fait le pari inverse, celui de remettre, donc je le disais, l'enfant au centre, en vous basant sur la méthode Montessori. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas cette approche, vous nous l'expliquez en quelques mots? La pédagogie Montessori, au final, au-delà du savoir et de la transmission du savoir d'une façon générale, qui évidemment est importante puisqu'on est à l'école, c'est vraiment la transmission du savoir-être qui prime dans cette pédagogie. On est là pour s'assurer que les enfants gardent une curiosité, qu'ils puissent apprendre par du matériel qui est très concret. Avant de passer à l'abstraction, il y a vraiment un système d'apprentissage via l'autonomie qui est par contre très guidé, parce que c'est vrai que quand on entend Montessori maintenant, ça veut un peu tout dire et rien dire. J'avoue que c'est vrai qu'il y a plusieurs styles d'écoles qui peuvent se servir de la pédagogie Montessori, mais effectivement, il peut y avoir certaines déviances. Et c'est vrai que le Montessori, qu'on appelle nous responsables, c'est vraiment s'assurer des acquis des enfants, tout en étant conscients qu'ils peuvent apprendre par la curiosité, par l'autonomie, par encore une fois l'aspect concret du matériel qui les aide aussi à s'autocorriger et qui fait en sorte qu'au final, ils voient leur réussite ou leurs échecs qui peuvent du coup contrôler, mais surtout la réussite et gagner en confiance. Et c'est ça qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir des élèves en confiance, contents d'apprendre et qui continuent comme ça sur le plus longtemps possible, en tout cas à l'école jusqu'au lycée. Alors vous avez commencé à la présenter, votre école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son fonctionnement? À partir de quel âge on peut l'intégrer? Jusqu'à quel âge? Comment sont les cycles? Alors du coup, nous, on accueille les enfants de 2 à maintenant quasiment 18 ans, parce qu'on va ouvrir notre terminale l'année prochaine. Donc en fait, de 2 ans à 11 ans, on utilise vraiment la pédagogie Montessori, j'ai envie de dire uniquement, parce qu'effectivement, c'est vraiment un modèle dans lequel on croit, encore une fois, à la fois pour s'assurer des acquis des enfants. On a voulu mettre en place une méthode d'un point de vue bilinguisme aussi. À partir de l'élémentaire, on a associé à notre pédagogie Montessori le programme de Cambridge. L'objectif était effectivement de s'assurer que le niveau des enfants, au-delà de l'immersion, puisqu'on a des éducateurs francophones et anglophones dans chacune des classes, au-delà de l'immersion pure et des matières évidemment qui sont aussi enseignées en anglais, de s'assurer vraiment du suivi des enfants dans la langue anglaise. Ce programme a, par le passé, été taxé ou était vu parfois comme un peu élitiste, justement. C'est cette image aussi qu'il faut essayer de gommer. Les fausses images. On a un fiche en bref, d'ailleurs, que je vous invite à lire sur notre... Ça, c'est pas la faute de l'auberge espagnole, cette fois-ci. Oui, mais il y a cette image que c'est réservé que pour les étudiants les plus aisés, c'est que dans les villes des capitales européennes. Bah non, en fait, nous, on participe chaque année au Salon international de l'agriculture. Moi, je me souviens, la première année que je suis arrivée à l'agence, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait là? L'agriculture... Vous êtes obligé de manger tout le fromage, vous. Et boire des bières. Et boire des bières, Donc, en fait, c'est énorme. Donc, c'est énorme, ce secteur. Donc, et il faut revenir sur les 4 priorités du programme Erasmus, qui sont inclusion, transformation numérique. Il y a plusieurs priorités. Et donc là, l'inclusion, c'est pour vraiment aller toucher les secteurs qui sont moins aisés. Donc, il y a des bourses supplémentaires pour ceux qui cochent des critères sociaux. Donc, je pense pour les étudiants, on est aux alentours de 35-36% des étudiants qui bénéficient d'une bourse supplémentaire pour pouvoir participer, pour pas que ça soit juste pour les privilégiés.
Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. En régie ce soir, Xavier Sanchez, le son Thibaut Goré-Lafont, le maquillage Morgane Brunet, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous, très bon week-end. Et on se retrouve dans 10 jours, car la semaine prochaine, ce sera Loïc Landreau qui sera à ma place et que je salue ce soir. Très belle soirée, ciao.